bonjour à toutes et tous, en présentiel, en ligne. Merci d'être venus aujourd'hui par ce beau temps. Je remercie infiniment Fabrice Risoli d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous le présenter. Donc Fabrice, alors tu es spécialiste, un des grands spécialistes justement de la grande criminalité, docteur en sciences politiques sur les mafias italiennes. Tu enseignes dans différents établissements du supérieur, Sciences Po Paris, HEIP, la Cato de Lille. Tu es aussi l'auteur d'un livre qui n'est plus disponible, mais je vais préciser ça. L'auteur de La mafia de A à Z, 162 définitions mafieuses, de A comme accumulation du capital, à Z comme mafia, aux éditions Timbuktu. Tu es cofondateur et président de l'association Crimalt, dont on parlera de toute façon. Ton dernier article, La gangstérisation, une mondialisation des réseaux, est publié dans la revue Questions internationales en 2024. Tu aussi, donc Crimalt, avec Crimalt, tu organises donc des formations Erasmus+ pour adultes sur les terres confisquées aux mafias, et tu as reçu donc l'année dernière, 2025, c'est tout récent, le prix de l'enseignement innovant de la Commission européenne. Donc un grand bravo pour ça. Alors je précise, si vous avez donc le petit pot devant vous, et ce n'est pas pour partager l'apéritif, mais Fabrice vous en touchera 2 mots. Ce n'est pas non plus une marque qui subventionne Crimalt ou l'IREMO. Tu n'as pas des parts. Tu n'as pas des parts non plus. Si c'est ça qu'il fallait préciser. Voilà. Ouais. Bon, éventuellement, tu peux peut-être préciser maintenant, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis venu avec la solution à tous vos problèmes. Puisqu'on va parler criminalité organisée, c'est des produits qui sont faits par des coopératives sur des terres confisquées à la mafia. Donc on fera l'apéritif. Si. Regardez, ces gens méritent quand même de goûter ces taralini qui sont faits sur des terres qu'on a définitivement confisquées à des criminels. J'ai déjà goûté dans une rencontre que tu avais organisée et c'est excellent. Première question, histoire de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Quelle différence peut-on faire, fais-tu en tout cas, entre la criminalité organisée et la mafia ? J'ai peur. Ils n'ont pas 3-4 heures devant eux. D'habitude, c'est ce qu'il faut pour faire cette distinction. Mais je compte sur toi. Oui. Non, bon, c'est un débat qui alimente beaucoup les médias, les personnes qui se soucient des définitions et qui luttent contre le crime organisé. Mais bon, du point de vue académique, mais c'est un mot un peu fort, il y a quand même une définition du crime organisé qui a été décidée par l'ONU en 2000. Elle est suffisamment large pour qu'elle puisse embrasser l'ensemble des pays du monde. Je ne sais plus, il doit y avoir aujourd'hui 160 signataires. Et je vous la fais très très courte. Il y a 11 critères. Il faut être plusieurs parce que la criminalité individuelle n'est pas dangereuse pour l'État. Vous avez bien compris ici que quand je dis ça, quand un tueur en série tue 7 personnes, c'est très très grave. Oui, mais il peut tuer 7 personnes, un jour il sera pris. Et finalement, il ne représente pas un danger, une attaque à l'État et au système tout entier. Ça n'enlève rien à la douleur des victimes. Donc c'est une criminalité collective. Ça, c'est vraiment important. Alors, ces personnes s'attribuent des tâches spécifiques sur un plutôt moyen-long terme. Il ne s'agit pas de personnes qui feraient, en théorie, un braquage de banque et qui ne feraient plus rien après. Mais ça se discute. Ils peuvent avoir une dimension internationale. Ça a été un moment une obligation dans la définition de la Convention de Palerme. Bon, on se rend bien compte que si des personnes ne sortent pas de leur pays et qu'ils font du crime organisé, ça peut être du crime organisé. Ils se livrent au blanchiment, ils se livrent à la corruption. Et surtout, la chose la plus intéressante, par rapport aussi dans le lieu dans lequel nous sommes ici, la Convention de Palerme est ferme et claire là-dessus, ce ne sont pas des organisations terroristes. Pas du tout. Je sais que c'est la mode de tout mélanger, le narcoterrorisme, de tout mettre ensemble, les hybrides, pas les hybrides. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il faut mettre les personnes dans des tiroirs, c'est très important. Les catégories, les typologies. Et une fois qu'on a mis les personnes dans les tiroirs, d'un point de vue pédagogique, il est possible que ça... Voilà. Parce que nos criminels, crimes organisés, font ça pour le profit. Ça ne les empêche pas de vouloir conditionner l'État, avoir de l'impunité, corrompre. Mais je suis désolé, les terroristes veulent à un moment faire État.
Daesh voulait un territoire. Il veut le ministère de l'Éducation nationale pour que les femmes n'y aillent pas dans l'école. Les mafieux italiens et les crimes organisés et les bandes dans l'Est londonien se foutent complètement de gérer le ministère de l'Éducation nationale et les autres. Pour moi, c'est fondamental. Ça, c'est la définition. Alors, on a un problème parce que dans cette définition, il y a 11 critères. Il y en a 3 qui doivent être obligatoires. 3 autres sont facultatifs. Ben, on se prend la tête. On a un groupe criminel qui se livre à des activités criminelles qui sont connues, extorsion, blanchiment, trafic de drogue, criminalité environnementale, qui corrompt la plupart du temps, qui est présent dans l'économie légale. La plupart du temps, ça peut aussi se négocier. On a cette définition-là. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'on fasse une grosse distinction entre ce qu'on appellerait des réseaux criminels qui n'utiliseraient pas nécessairement la violence. Parce que mes études sur le crime organisé, la sociologie de la violence, dans la mafia, etc., quelques expériences personnelles, me font penser que quand on a un pistolet sur le bide, la personne en face dispose d'une ressource bien supérieure à la fraude, au chantage à l'amour, à je ne sais quoi, à toutes ces histoires qu'on entend parler aujourd'hui de cybercriminalité, etc. Donc moi, je pense que la violence devrait être un facteur discriminant. Alors, je me suis permis de dire que l'ONU devrait suivre ma définition dans mon dernier article. Je n'ai pas reçu de coup de téléphone, hein, je vous rassure. Et on pourrait garder les réseaux criminels sur quelque chose de beaucoup plus large, y compris les escrocs, voilà, toutes ces personnes qui font des infractions à distance, voilà, qui sont à la mode, hein, qui génèrent énormément d'argent, attention. Et on pourrait garder l'organisation criminelle avec ceux qui utilisent la violence. Bon. Alors, maintenant, mafia. Bah, mafia, là encore une fois, je propose 2 définitions, chacun fait ce qu'il veut. Une définition juridique, unique au monde, qui nous vient d'Italie. Il existe un délit d'association mafieuse. En gros, précisément, une criminalité collective qui, par la violence, alors ça s'appelle la force d'intimidation dans l'article de loi, mais bon, les gens me disent, la menace, c'est pas de la violence. Bah si, si je sais que tu as tué un commerçant qui ne voulait pas payer la raquette et que je reviens vers toi, bah, et que je te dis tu vas payer, sinon tu vas vendre des confettis, par exemple. L'expression, voilà, des confettis, vous voyez ce que ça veut dire, confettis, comme ça, donc le magasin va exploser. Bah, en fait, c'est de la violence. Pour contrôler un territoire, et alors il y a une espèce de notion, on est capable de contrôler des populations, par exemple avec la loi du silence. C'est une définition qui finalement n'est pas ultra contraignante. C'est supérieur au crime organisé, à mon avis. Et je pense que cette définition, juridique, si on l'appliquait dans d'autres pays, y compris en France, j'imagine qu'on y reviendra, on pourrait condamner des personnes pour association mafieuse. Et dans le monde académique, il y a des définitions plus exigeantes. En Italie, de la part de sociologues, de personnes qui sont spécialisées en économie politique ou en économie, les chercheurs français qui ont en général travaillé sur l'Italie, comme Clotilde Champérache, Charlotte Moge, etc., prennent en général ces définitions économiques qui sont plus exigeantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus exigeante ? Ben, ça voudrait dire, par exemple, avoir obligatoirement un lien avec le monde politique, avéré, démontré. Parce que c'est le lien qui est le plus fort, qui permet d'assurer beaucoup d'impunité et une continuité dans le temps. Sous-entendu, vous êtes un clan, vous pouvez blanchir, vous pouvez terroriser tout le monde à un moment, hein, ça arrive, hein, Marseille, etc. Si vous n'avez pas accès aux politiques, vous pouvez disparaître au bout de 3, 4, 5, 6 ans, hein, ça dépend de la police. On peut s'entretuer entre gangsters aussi, ils font ça bien. Hein. Et puis, il n'y a pas de relève. Les études académiques italiennes veulent dire que la mafia, c'est quelque chose qui perdure par le biais du lien politique. C'est quelque chose, par exemple, qu'on a du mal à démontrer en France. Ouais, ça, on va effectivement revenir sur le cas de la France. Alors, qu'est-ce qui permet d'affirmer que la mafia, c'est une réalité italienne ? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, ça sous-entend que c'est finalement la mafia qui est la plus documentée ? Est-ce que la mafia est née en Italie ? Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas née en Espagne, en Grèce ? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Alors, une des raisons est évidente, hein, académiquement, c'est la mafia la plus étudiée, la mieux étudiée au monde. En gros, depuis plus de 200 ans, il y a des livres qui sortent. Donc, le magistrat écrit son livre, le témoin écrit son livre, l'ancien mafieux écrit son livre,
les politiciens écrivent leurs livres. Il y a des commissions parlementaires. Vous avez le rapport d'un préfet, je ne vais pas dire de bêtises, à Trapani, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à 1830, qui décrit un phénomène criminel que lorsque vous le lisez, vous avez l'impression de voir la mafia d'aujourd'hui. Mais c'est écrit, on a l'écrit, c'est une étude. Voilà ce qu'ils font, ils s'entretuent. Pourquoi ? Pour le contrôle d'activité économique, bien sûr pour se venger aussi, pour la loi du silence, etc. Vous avez des députés qui plus tard, à cheval, ont fait la Sicile. Vous lisez ce qu'ils ont écrit, c'était il y a un siècle, vous avez l'impression que c'est la mafia d'aujourd'hui. Et ça n'a pas cessé de produire des sources académiques. Par exemple, je n'ai pas honte de dire qu'en sciences politiques, ma thèse, c'est que des sources graphiques. J'ai bien rencontré quelques personnes, mais je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait des interviews nécessaires à ma thèse. J'avais 40 000 livres déjà à lire et à décortiquer. Donc c'est certainement parce que c'est la mieux étudiée. Mais lorsqu'on étudie la mafia italienne, on est obligé de regarder ce qui se passe ailleurs. Et évidemment, on entend parler de mafia chinoise qui serait plus ancienne, de mafia japonaise, plus ancienne et encore. Et je vais vous répondre que j'en sais strictement rien. Je ne lis pas le japonais, je ne lis pas le chinois, et sincèrement, à chaque fois que je lis des auteurs qui me parlent de mafia chinoise et de mafia japonaise, je vois bien qu'ils ont lu, alors en français, je les lis en français, je n'ai pas envie de les lire en anglais, et je vois bien qu'ils ont lu, en fait, des auteurs eux-mêmes anglo-saxons, qui ont pris des sources, et je trouve ça assez faible en général, du point de vue de c'est quoi la mafia en Chine. C'est mon avis. En même temps, je n'ai pas fait une thèse sur la mafia chinoise, encore une fois. Alors la question, c'est pourquoi ça serait né en Italie et pas ailleurs ? Parce que, pour le coup, trace historique de mafia en Espagne, non. En Grèce, non. Dans les Balkans, ça se discute, je veux dire, il y a 200 ans, je ne sais pas, de manière un peu plus récente, et encore pas partout forcément dans les Balkans. Alors là, bon, quand on se tape un peu les bouquins des historiens italiens qui ont essayé d'étudier pourquoi la mafia n'est pas née en Grèce, voire même dans le pourtour méditerranéen, donc de l'autre côté de la Méditerranée, je n'ai lu que des Italiens qui se sont intéressés si ailleurs il y avait eu la naissance d'une mafia. Je crois avoir repéré un argument de fond, qui d'ailleurs colle avec la définition de la mafia que je vous ai donnée. Partout où les élites n'auraient pas renoncé à rester des élites qui commandent, n'auraient pas renoncé à déléguer le pouvoir de violence, notamment, et c'est pour ça que je pense que la violence est un facteur discriminant très important, donc n'auraient pas annulé le monopole de la violence légitime, bien finalement, les criminels, quand ils existent, sans bien les connaître, en Espagne, en Grèce, etc., seraient restés des simples criminels. A contrario, en Sicile, typiquement, là où c'est le mieux étudié historiquement, vous avez des propriétaires fonciers, des aristocrates, des nobles, qui font de la politique à Rome. Ce qui les gêne, c'est au moment d'une transition de régime économique, c'est de partager leurs terres. Donc ils veulent à tout prix garder leurs terres, même s'ils sont loin, même s'ils ne s'en occupent pas. Ils ne veulent pas de rébellion des paysans, qui ont besoin de manger. Et donc, ils confient à des personnes, à des tiers, le droit de taper sur les rebelles, le droit de tout faire pour garder leur grande propriété privée, sauf qu'à ce petit jeu-là, un jour, ces gens-là vous mangent la tête, vous montent dessus, comme on dit. Et pourquoi eux n'auraient pas aussi une part du gâteau ? J'essaye vraiment de schématiser pour dire ce que j'ai compris, mais je ne suis pas historien de cette période. Et alors justement aujourd'hui, qu'en est-il des autres pays du pourtour méditerranéen, et notamment la France avec Marseille, la Corse, Nice, puisque ce sont quand même 3 zones importantes. Sur le pourtour méditerranéen, alors si on prend la France, une réalité criminelle de type crime organisé semble, pour ma part, durablement ancrée depuis plus d'un siècle. Et en gros, elle naît, à mon sens, encore une fois, à Marseille, avant tout de l'industrie de la prostitution. C'est-à-dire que Marseille étant un port, Toulon aussi, un port militaire, en réalité, des groupes criminels, qui mériteraient d'être beaucoup plus étudiés, se partagent l'activité phare de l'époque, qui est la prostitution, parce qu'il va falloir abonder
en femmes les militaires. Ces femmes devront être amenées sur les lieux de guerre. On ne peut pas faire la guerre sans ça, ou alors le bromure pour ceux qui ont fait leur service militaire. Et de là naît déjà, à mon sens, l'embryon du crime organisé moderne, des gangs criminels, voilà. Dans le port de Marseille, puis très vite à Paris aussi. À l'époque, la Corse, je ne connais pas, et me semble concernée que par un banditisme, voilà. Bref, des bandits de l'époque, à voir. Ce qui va, à mon sens, changer les choses sur Marseille, c'est effectivement l'entrée, notamment, de la drogue. Dès les années 30, des Marseillais implantés en Indochine sont capables d'avoir du pavot transformé en morphine base, enfin en opium, en morphine base, puis voire en héroïne, et par exemple de la distribuer aux États-Unis. Donc là, on rentre dans le crime organisé moderne. Hein. Et puis, il y aura des transitions, etc. Mafia ou pas mafia, ça c'est un débat passionnant, parce que, alors, même historiquement, pour moi, on prendrait le délit d'association mafieuse, les gangs de l'époque seraient condamnés pour association mafieuse, hein, le gang Guérini, hein, pas le politicien et son frère mode 2000, hein, le gang Guérini années 50. Et alors, sur le lien avec la politique, il est largement démontré, déjà dans les années 30, puis après, sauf qu'il n'est pas démontré dans l'enceinte d'un tribunal. Donc c'est un peu, ah oui, Gaston Defferre, oui, il laissait faire, etc. Mais vous, si vous ne condamnez pas Gaston Defferre pour complicité avec la mafia, vous ne pouvez pas dire ça ressemble à de la mafia. Il y a un argument qui est très intéressant aussi pour dire que ce n'est pas de la mafia. Je l'avais lu dans une revue que je conseille, qui était animée à l'époque par Laurent Mukieli, où plein de spécialistes avaient fait leur petit article. Et j'avais trouvé quelque chose de très très important. La phrase, c'était... oui, il existe des espèces de réalités mafieuses à Marseille, années 30, qui rejaillissent un peu années 50-60, puis qui disparaissent, on pourrait se demander maintenant. Et l'argument, c'était, comme il n'y a pas de continuité, c'est pas de la mafia. Je vous laisse juge, mais en Italie, encore une fois, sur le délit d'association mafieuse, il n'y a pas besoin d'avoir continuité. C'est un ensemble d'actes sur 3 ans, une enquête, voilà. Alors pour la Corse, territoire qui ressemble le plus effectivement aux réalités socio-économiques du sud de l'Italie, peut-être encore plus à la Calabre que la Sicile, une criminalité beaucoup plus récente, où pendant longtemps, les clans émergents n'ont jamais voulu faire de grosses activités criminelles en Corse. Donc voilà, ils étaient à Marseille. Hein. Même des braqueurs, les braquages devaient se faire sur le continent. Et puis il y a un changement total arrivé dans les années 80. Et il me semble que vous avez l'émergence de 2 organisations mafieuses aujourd'hui, pour moi, démontrées. Alors la Brise de Mer, années 80-2000, pas démontrée dans l'enceinte d'un tribunal, mais quand même avec énormément de lecture. Alors je renvoie quand même à ces personnes qui écrivent des choses là-dessus. Donc Jacques Folloroux, c'est des styles très différents. Hein. Jacques Folloroux, Jean-Michel Verne, Hélène Constanti. Il y en a d'autres et j'en oublie. Quand vous lisez les bouquins, etc. Enfin, moi, franchement, je trouve que ça ressemble à de la mafia, mais vraiment, quoi. Hein. Après, il y en a qui disent que non. Okay. Quant au Petit Bar, la dernière association criminelle en date, grande, voilà, bah, les 2 dernières condamnations, cette fois dans l'enceinte d'un tribunal, à la fois pour blanchiment et assassinat, mais pas au même endroit, il me semble que ça ressemble aussi à de la mafia. Alors justement, je vais rebondir sur... C'est un entretien que tu avais accordé à BFM après la mort d'Alain Orsoni. La mafia n'existe pas en France, mais elle tue. Pour dire que la mafia existe, il faudrait un délit d'association mafieuse et que les gens soient condamnés pour association mafieuse, comme c'est le cas en Italie depuis 1982. Alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'en France... D'abord, est-ce qu'on peut dupliquer le modèle italien en France? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'envisageable ou qu'est-ce qui bloque? Alors, envisageable, est-ce que c'est souhaitable? Par exemple, je vais tout de suite aller à la critique. On peut tout de suite dire quel serait l'intérêt d'avoir un délit d'association mafieuse. Si ça se trouve, on va condamner un jour, peut-être, 1 ou 2 organisations, mais c'est tout. Faut-il modifier le code pénal pour seulement 2 associations, si tant est que j'ai raison, si tant est qu'on arrive à les condamner comme telles? Donc, moi, j'entends cette critique. Je dis 2 choses.
La première, c'est qu'il n'y a eu que 2 grandes commissions parlementaires qui évoquent notre sujet aujourd'hui. La commission dite d'Aubert, il en faut un député, il y en avait d'autres qui ont travaillé, donc 90-91. Alors, commission parlementaire sur les commissions parlementaires sur les moyens de lutte contre les tentatives de pénétration de la mafia en France, avec une vision à l'époque de nous serions éventuellement envahis par des mafias étrangères, mais on n'aurait pas de mafia en France, mais c'est pas gênant. Voilà, qu'est-ce qu'on fait des Italiens qui sont là, des Chinois, etc. Recommandation à la fin de la commission parlementaire, il faut un délit d'association mafieuse en France. Ils ont peut-être tort, mais il n'y a pas que Risoli qui dit ça. Enfin, voilà. Et puis les collectifs anti-mafia en Corse le réclament aujourd'hui. Il y a 2 collectifs anti-mafia. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a quand même un mouvement en Europe pour répondre à l'urgence dite du crime organisé, d'une manière générale, et l'Italie est donc ce pays qui a inventé les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre la mafia, ayant, il me semble, obtenu certains résultats, comme, pour rebondir sur l'article, comme le fait qu'en gros la mafia italienne ne tue plus. Alors tout de suite, c'est des formules que je dois donner à la télé pour envoyer du sens très rapidement. Et sous le contrôle de Stéphane Quéré, qui anime le site crimor.com, il y a eu un assassinat dans la mafia de Foggia, dans les Pouilles, il y a 4 jours. Simplement par rapport à ce qu'elle tuait avant qu'on mette en place ces outils juridiques, c'est ridicule. La boutade étant donc qu'en France, la mafia n'existe pas, on ne peut pas la qualifier ni en droit, ni aujourd'hui réellement en matière académique, il n'y a pas de chaire là-dessus, etc., ça mériterait un travail supplémentaire, mais elle tue. Bon, vous voyez bien que c'est exagéré académiquement comme formule. D'autant plus que la mafia continue d'exister en Italie et je vous dis qu'elle ne tue plus. Donc j'ai bien conscience que je me contredis, mais simplement, on a un tel degré d'assassinat avec impunité, par exemple en Corse. On a aujourd'hui une telle urgence, il me semble, sur le fait qu'il n'y a pas que les gangsters qui s'entretuent entre eux, mais il y a des victimes dites innocentes, non impliquées dans le trafic. Il y a donc eu, après la commission parlementaire de 90, la 2e commission parlementaire sénatoriale sur le narcotrafic, plus de 100 personnes auditionnées, avec cette urgence. Alors, elle était ciblée sur le narcotrafic, qui est le trafic qui rapporte le plus par rapport aux autres, etc. Mais donc, le mouvement a continué. Là, je parle d'associations mafieuses, mais voilà, depuis une quinzaine d'années, la France se met à confisquer. Ça vient d'Italie, en gros. Ça ne veut pas dire que d'autres ne le font pas, mais ce mouvement. On vient de créer un parquet national en France contre le crime organisé. Voilà, c'est quelque chose qui existe depuis 1991 en Italie. On cherche à protéger les coopérateurs de justice en France, les repentis. Encore quelque chose qui nous vient d'Italie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des expériences, et d'ailleurs qui fonctionnent ailleurs dans d'autres pays. Donc, on en est là. Faut-il se doter d'un délit d'association mafieuse? Faut-il l'appeler comme ça? Les débats font rage, y compris à Crimalt. Voilà. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il ne fallait pas mettre le mot mafia dans le délit, sinon on ne l'aurait jamais. On pourrait faire une association criminelle qui reprenne les termes de l'association mafieuse sans parler de mafia, les termes qui permettent de condamner les personnes. Mais là, le débat est ouvert, parce que pour l'instant, on a essayé 1 ou 2 fois de faire un amendement, on a obtenu quelque chose d'extrêmement timide, mais on n'en est pas encore là. Disons que dans les médias, on en parle quand il y a eu, par exemple, Mehdi, le frère de Amin Kessassi, qui a été assassiné en novembre 2025. Voilà, on en parle épisodiquement. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que tu pourras nous parler de lui un petit peu? Parce qu'en plus, tu l'avais invité à une rencontre. Alors, on en parle épisodiquement. J'ai quand même connu une époque où le crime organisé n'intéressait que les spécialistes du crime organisé, ils n'étaient pas nombreux, que les journaux locaux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la Provence qui traitait un assassinat à Marseille, etc. À Nice, voilà. Il y a eu un petit changement avec les chaînes d'infos continues. Alors, un bien pour un mal, je ne sais pas, parce qu'on se trouve face à ce problème que les chaînes d'information continue sont dans le spectaculaire. Donc, quand ils vous invitent, c'est pour réagir alors, uniquement sur de la violence, et c'est pas toujours contextualisé, etc. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Le documentaire de M6 dimanche soir uniquement sur le blanchiment, c'est pas du tout fréquent.
M6, enquête exclusive. Je ne parle pas d'un petit truc. Voilà. Donc jusqu'ici, ça ne faisait pas vendre. Aujourd'hui, on commence à l'entendre. Peut-être pas toujours comme il faut, mais enfin, après, on ne peut pas demander aux médias non plus d'avoir la vision académique, etc. Il est certain que alors pour le coup, les journalistes, la télé, je trouve, a particulièrement pris à bras le corps, et y compris, je dois le dire, BFM TV, le concept de victime innocente, notamment depuis l'assassinat de Soukaina. Donc elle décède dans sa chambre en train de faire ses devoirs, elle prend une balle de Kalachnikov, c'est sa sœur qui trouve sa sœur, c'est Sabrina qui trouve Soukaina. Non seulement ils ont fait du buzz, pardonnez-moi, leur travail sur le moment, mais ils sont retournés voir la maman l'année d'après, ils sont retournés voir la maman l'année encore d'après, et ils s'y intéressent quand même sur cette continuité. Il y a un côté encore très sensationnaliste, hein. On tend le micro à la maman, et si on peut avoir des pleurs, c'est mieux. Bon, mais d'abord, c'est mieux que de ne pas en parler du tout. Hein. Bon, non, premièrement. Deuxièmement, sur Amine. Amine avait déjà incarné une espèce de figure iconique du combat contre la mafia. Bon, il a perdu son frère en 2020 qui était impliqué, mais il avait déjà beaucoup d'activités à Marseille. Il s'est engagé en politique. Ça compte. Il a un phrasé, un parler d'une maturité, voilà, et depuis toujours. Alors, je vous conseille vraiment de lire son livre « Marseille, essuie tes larmes ». Il explique aussi pourquoi il est comme ça. Si ça peut vous donner envie de lire le livre, il explique que déjà, quand il était petit, on l'appelait le président en classe. Oui, il a déjà cette dimension de représentation, de parler clair. Et il est certain qu'il était déjà suivi médiatiquement à Marseille et ailleurs. Et là, on lui assassine son frère, le plus jeune, absolument pas impliqué dans des activités criminelles, parce qu'on ne peut pas l'atteindre lui. Amine était déjà sous protection depuis quelques semaines. Les commanditaires, semble-t-il la DZ Mafia, hein, je n'en sais vraiment pas plus, tuent son frère. Alors, certains disent pour un avertissement. Non, hein, c'est carrément tais-toi, sinon après ça sera toi, ou peut-être ta mère, etc. Et puis c'est un message à envoyer à tout le territoire. Pour le coup, la violence est une ressource que je trouve très efficace. On peut l'utiliser mal hein, et avoir des contre-coups. Mais quand on tue quelqu'un et qu'on est capable d'envoyer un message, hein, la sociologie de la mafia l'explique, la géographie française, Brunet explique comment d'avoir tué quelqu'un comme ça, c'est envoyer un message invisible, tisser des liens avec chaque membre de la population marseillaise en tout cas, et de leur faire comprendre que même s'ils n'étaient pas là le jour de l'assassinat, s'ils n'ont rien vu, de leur faire comprendre, voilà ce que tu risques. La violence est une ressource, la violence est un langage, elle permet un contrôle panoptique des populations, exactement comme fait l'État avec les radars et le risque d'aller en prison, je rappelle. Les radars, vous ne les voyez pas tout le temps, et pourtant vous ralentissez. Hein, pour ceux qui connaissent la conduite avant 2003, avant les premiers radars, je peux vous dire que c'est révolutionnaire. Hein, ça n'a plus rien à voir. Hein. La mafia fait pareil. Et donc là, je trouve quand même que les médias sont quand même pas mal emparés du... Voilà, ils se sont intéressés à cet assassinat, en ont fait écho. Qu'est-ce que ça va devenir plus tard? Après, on ne peut pas demander aux médias tout. Là, pour le coup, ça serait bien que ça soit la justice qui arrive à arrêter les meurtriers. Là, c'est ça qu'on attend. D'où le fait, par exemple, que ça serait bien qu'on commence à protéger les assassins qui veulent bien coopérer avec la justice. Car, en gros, l'idée, elle est là. Ceux qui ont tué Mehdi Kessassi, d'abord, ça n'a pas l'air d'être des petits jeunes de 14 ans qui ne savent pas se servir d'une Kalachnikov, parce qu'ils ont attendu que la maman rentre dans la pharmacie, et ils ont fait en sorte de ne pas se tromper de cible, etc. J'ai trouvé ça très professionnel. Et en gros, il faut que vous en attrapiez un qui qui dénonce, je fais exprès de dire balance, dénonce, j'aime pas ce mot-là, son complice et ses commanditaires. Et là, on arrivera à faire justice. Alors, mon autre question, c'est justement, qu'est-ce qu'on entend par lutte anti-mafia? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, en théorie, dans les pays où la mafia existe, ça veut dire que l'État se dote de dispositifs et souvent juridiques. Pourquoi? Parce que la mafia, c'est la violence. Enfin, tout le monde veut dire que non, mais c'est la violence avant tout.
Et donc, seul l'État a le monopole de la violence pour gérer la violence de ceux qui ne respectent pas le monopole de la violence. Sous-entendu, il y a que des policiers et des magistrats qui peuvent mettre les gens en prison. Et même confisquer des biens. Hein, voilà. Donc, c'est avant tout l'État qui doit se disposer, qui doit se mettre en place voilà, des outils efficaces. L'État a une grosse part de responsabilité, si elle ne montre pas l'exemple. Hein, évidemment, quand je dis l'État, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce cas-là. Hein, mais bon, si la moitié des généraux... bon, alors je vais prendre des gants. Mais si à un moment, au Maroc, lors d'une affaire publique, vous arrêtez 30 généraux et que les 30 généraux sont complices du trafic de stupéfiants, c'est compliqué de lutter contre les réseaux criminels au Maroc. Mais c'est valable pour le Mexique, etc. Il y a toute la partie prévention, dont je ne suis pas spécialiste. Mais il est évident que les jeunes qui sont recrutés par la mafia, les réseaux criminels, de manière assez subtile et facile à la fois, hein, un sandwich, la monnaie qui n'est... Voilà, je te donne 50 €, tu vas acheter un sandwich, je suis le caïd, tu vas acheter un sandwich, puis tu reviens avec 40 € de monnaie, et je garde tout. Bon, voilà, pour un gamin de 10 ans, c'est magique. Enfin, combien de repentis, ex-mafieux italiens nous ont dit que ça s'est joué une paire de baskets. Ça s'est joué un service fait à ma famille. Bon, c'est sûr qu'il y a un travail de prévention énorme à faire pour qu'il n'y ait pas la relève. Et enfin, bien sûr, c'est pour un État d'accueillir et de faire en sorte que les citoyens aient un rôle. Et encore une fois, c'est très compliqué pour que les citoyens aient un rôle, parce que les citoyens ne peuvent pas utiliser la violence pour mettre les mafieux en prison. Donc c'est quoi le rôle des citoyens contre la mafia? C'est faire une conférence comme aujourd'hui, et je crois, on n'a pas demandé encore, mais il n'y a personne là qui est super favorable à la mafia. Donc en fait, on est dans un public de convaincus. C'est dans une réunion politique, là. On est déjà tous d'accord. On va se disputer sur mafia, pas mafia. Mais c'est pas ça sur lequel on va pas être d'accord. La mafia, c'est mal. Hein, même on va pas être d'accord, on va faire de la critique sur le rôle de l'État. Oui, on peut avoir un grand regard critique sur l'État, l'économie. On peut. Si vous avez des questions là-dessus, je veux bien me déchaîner. Mais à la fin, on va pas dire « Oh, la mafia, c'est super !» Certains diront juste « C'est le produit d'un système qui produit de l'illégalité. » Alors, allez-y, je suis favorable à ça. Donc, qu'est-ce qui reste aux citoyens? Payer leurs impôts? Super. Ne pas jeter leurs déchets par terre? Ouais, super. Les conférences. Il reste alors donner des biens confisqués. Il n'y a pas 46 manières que nous, ici, un jour, on ait un rôle véritablement proactif, sinon que ici, avant, peut-être, hein, c'était un endroit de blanchiment d'un réseau criminel de la drogue, voilà. L'État le confisque, et aujourd'hui, c'est mis à disposition d'une association où des personnes travaillent, payent des cotisations sociales, où il y a des gens qui font des stages, etc., habitent ce lieu, disent que c'est un bien confisqué, parce que ça, c'est pas la mode encore en France. On a quelques biens confisqués, mais tout le monde voudrait cacher où ils sont. Il y a des raisons objectives à ça, mais je n'y suis pas favorable. C'est vraiment le truc proactif. Et en plus, vous en faites la publicité autour du quartier. Donc si dans l'immeuble là-haut, là, à côté, là, en face, pardon, il y avait des gamins qui vendaient de la drogue, vous envoyez un message très concret. Avant, c'était à celui qui vous faisait vendre de la drogue, etc. Et maintenant, c'est à vous. Si ici, on peut faire les devoirs de l'association d'aide aux devoirs des gamins qui sont en face et qui sont tentés de vendre de la drogue, ou qui l'ont fait un peu, parce que, voilà, quoi, et ben là, vous envoyez un message extrêmement fort, et c'est ce qu'on fait en Italie. Voilà, et ça, en Italie, ça a commencé il y a longtemps. Oui. Comment ça s'est concrétisé en Italie, cette lutte, justement, anti-mafia, étape par étape? Si tu pouvais... alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si tu pouvais nous donner les grandes lignes. Oui, non, mais une histoire longue où je me suis souvent fait rabrouer par les chercheurs ou militants italiens lorsque je disais, bon voilà, par exemple, la date de réutilisation sociale, c'est 1996 en Italie. Pour essayer une date importante. Ah, ouais, mais ça n'a pas commencé en 1996, et c'est vrai, quand vous lisez Umberto Santino, pour moi le plus grand sociologue de la mafia sicilienne, il dit « Fabrice, il y a 150 ans déjà, les paysans sans terre luttaient contre, vous savez, le grand propriétaire terrien qui avait donné à celui qui va devenir le mafieux, ou le mafieux à un moment,
donc le pouvoir de taper sur les paysans, ils y allaient et ils se faisaient tuer. 1945, j'ai les chiffres, je suis nul, mais 1945-1947, c'est 39 syndicalistes, maires, personnes emblématiques de la lutte pour que les gens aient une terre, qui sont assassinés par la mafia. C'est un génocide militant, pour bien expliquer que les choses ne changeront pas. Et elles n'ont pas changé avant très longtemps. Qui sait si elles ont encore changé, mais là, c'est sûr. Là, sur ce terrain, en tout cas, là, c'est sûr. Donc, il y a toujours eu de la lutte anti-mafia, plutôt de manière très irrégulière par l'État. Et enfin, depuis les années 90, voilà, vous avez des grands dispositifs, 80, 90, vous avez des grands dispositifs. Et à un moment, on a redonné le pouvoir aux citoyens concrètement, même si c'est à des échelles micro. Et en 1996, on a fait une loi pour que les biens qui sont confisqués puissent être mis à disposition des associations ou coopératives. En Italie, les coopératives font le boulot de beaucoup d'associations en France. C'est des statuts un peu différents parce que c'est des coopératives d'insertion en réalité. Il faut avoir dans son personnel une part importante d'anciens détenus, d'anciens toxicomanes, de personnes en situation de handicap. Il y en a un quatrième, j'ai oublié, donc enfin, chômage longue durée, etc. Et vous avez aujourd'hui plus de 1000 biens qui sont redistribués aux entités sociales. Et je vous passe les biens où on fait des commissariats de police, la caserne de la Garde des Finances, et les carabiniers. Donc c'est quelque chose qui me semble fonctionne. D'accord. Et alors justement, qu'est-ce qui manque? Alors d'abord, est-ce que ça, d'après toi, c'est un modèle qu'on peut vraiment dupliquer en France? Et est-ce que d'autres pays européens, rive nord, rive sud de la Méditerranée, tu sens qu'il y a peut-être un intérêt aussi par rapport à ce qui est mis en place en Italie depuis donc, les années 90? Est-ce que c'est encore extrêmement timide? Qu'est-ce qui bloque? C'est très différent selon les pays. Et j'aura du mal à brosser tout le panel. Mais en gros, tous les pays se sont mis à faire de la confiscation des biens, de manière très hétérogène. On ne confisque pas beaucoup en Belgique. Hein. Des fois, j'ai l'impression qu'en Belgique, la propriété est encore plus sacrée qu'en France. Pourtant, en France, on en tient une bonne couche, mais parce que c'est la propriété sacrée du criminel, hein. C'est pas la propriété sacrée de celui qui paye ses impôts. Des dispositifs de coopération avec la justice. Aux Pays-Bas, il me semble vraiment qu'ils en ont mis ça en place et que heureusement qu'on protège des témoins. Je veux dire, par exemple, si la sœur de Wim Hollander, qui est un des plus grands gangsters des Pays-Bas, avec un nom hollandais, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, dans le débat sur Mocro-Mafia, tout ça. Un nom très très hollandais qui tuait tout le monde. Hein. Lui, quand il commençait à plus avoir confiance, il tuait. Ben, c'est sa propre sœur, avocate, qui le dénonce. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la preuve sur ces assassinats. Ils le condamnent que très très peu. Heureusement, elle vit protégée, etc. Heureusement que ces dispositifs existent, qu'il a fallu un jour qu'on se dise, il faut protéger les gens. Moi, je veux bien, c'est pas idéal, hein, mais voilà. Wim Hollander, elle est en prison aujourd'hui. Voilà. Et d'autres, voilà. Alors, pour le coup, sans la Mocro-Mafia, terme mal nommé, pareil, aux Pays-Bas, aujourd'hui, si on a réussi à mettre un grand criminel en prison, c'est grâce à son ancien bras droit ou membre de son gang, alors lui impliqué, qu'on protège. Ouais, donc confiscation, protection des témoins. En France, on confisque. On a voulu protéger les témoins, criminels ou pas, mais voilà. Alors, la France, sur la protection des criminels, fait une loi en 2004. On attend 10 ans le décret d'application, pour plein de raisons. Manque de moyens, manque de volonté politique, les policiers n'étaient pas du tout prêts, voilà. Donc en 2014, on fait le décret d'application et on se rend compte qu'on ne peut pas protéger des personnes qui ont commis un assassinat. On ne peut protéger des personnes qui, par exemple, ont volé des voitures, vous voyez. Alors, c'est bien pour le crime organisé, mais vu que la violence est un facteur discriminant et que les gens s'entretuent dans le crime organisé, moi je pense qu'il faut protéger les assassins. C'est ce qu'on fait en Italie. Hein. Petite comparaison n'est pas raison, mais on a sorti plus de 3000 personnes du système en Italie grâce à ce dispositif. Donc des mafieux qui ne le sont plus et qui ont témoigné. Alors, ça y est, on a obtenu ce dispositif dans la loi narcotrafic, mais on attend le décret d'application.
vous voyez la longueur, 2004, 2026, hein, pour la protection de ça. Alors, sur la loi d'usage social des biens confisqués, nous avons obtenu la loi d'usage social des biens confisqués en France en 2021. Je dis nous, si le journaliste qui me regarde, parce que les députés, non, c'est nous. Alors justement, comment tu as réussi, enfin toi et les autres, à faire adopter cette loi? Ça fait en gros 15 ans que je fais de l'antimafia amateur en France, plus de 10 ans que Crimalt existe. Ce que tout le monde a oublié, c'est qu'en 2016, on avait déjà obtenu un amendement à usage social des biens confisqués, dans la loi égalité et citoyenneté, la dernière loi du mandat Hollande, mais que celle-ci a été, cet amendement a été retoqué au Conseil constitutionnel en janvier 2017. Voilà, on avait déjà beaucoup bossé avec le monde de l'éducation de l'ESS, c'était la chambre de l'ESS qui nous avait appuyé à l'époque. On est revenu à la charge plutôt maintenant avec l'aide de beaucoup du monde du logement très très social. On a eu des connexions en 2018-2019. Il y a eu un avant et un après projet Erasmus+, où on est capable d'emmener 10-15 personnes, voir en Italie comment ça fonctionne, et des personnes du logement qui ont des foncières, qui voient l'intérêt de l'immobilier, nous ont beaucoup appuyés, et d'autres, les collectifs anti-mafia en Corse, Anticor, qui a toujours, cette association de lutte contre la corruption, qui a toujours compris l'esprit de cette loi, qu'il a toujours défendu depuis 2014, nous ont appuyés, on était un peu plus forts que Crimalt tout seul. Parce que, en gros, les gens du logement, là, Habitat Humanisme, Solidarité Nouvelle pour le Logement et d'autres, c'est des gens qui ont beaucoup plus l'habitude du plaidoyer que nous. C'est des gens qui ont des numéros des sénateurs et des députés dans la poche et qui passent leur temps à essayer de leur faire voter des articles de loi. Hein, on peut dire que c'est du lobbyisme pour la bonne cause. Hein, c'est exactement ça, comment on obtient des lois. Alors, dans une loi qui s'appelle Financement des associations, de Sarah El Haïry, du groupe Modem, notre amendement était revenu à l'article 3. Mais alors là, c'est comique. Voté à l'unanimité en juin 2019, Assemblée nationale, voté à l'unanimité au Sénat, mais comme le Sénat change le texte en bien, c'est justement, on a inséré les foncières éthiques, ils ont mis les foncières éthiques comme bénéficiaires des biens confisqués. Le texte doit revenir à l'Assemblée nationale, qu'on vote à l'unanimité novembre 2019, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est arrivé un petit truc en 2020. Covid. Interruption complète de la loi, du processus de la loi. Ça revient en janvier 2021. Et là, il y a un problème, parce que Sarah El Haïry du Modem, et il ne manquait plus qu'un vote conforme au Sénat, c'est la procédure. Là, le vote conforme, c'est une formalité, mais il faut que le groupe, à l'initiative de la loi, le mettre dans sa niche parlementaire. Et donc on regarde la niche parlementaire du Modem le 13 janvier 2021 du coup. Et là je vois examen de la loi du Coq-Marcel. Vous vous souvenez de la loi du Coq-Marcel? Non, si tu veux bien nous le rappeler. Donc c'est l'histoire des Parisiens qui vont vivre à la campagne, qui ne supportent pas la cloche, le coq qui chante. Je ne dis pas, moi aussi ça me réveille, hein, j'avoue, voilà, mais c'est la loi. Et je ne vois pas la loi financement des associations. Et là, je m'inquiète beaucoup, parce que fin des travaux, 15h30, au Sénat, je dis, si elle n'est pas passée, c'est qu'elle n'est pas passée. C'est qu'il y a une raison pour laquelle elle ne passe pas. L'ensemble de la loi, hein, pas notre article. Notre article, c'est rien du tout. Donc là, je prends mon téléphone, j'appelle le sénateur Alain Richard, que j'ai connu dans d'autres assemblées, sénateur donc, du groupe de M. Macron, et je lui dis, il y a un problème. La loi doit être votée dans la niche parlementaire du Modem. Si elle ne passe pas, elle ne passe pas. Il y a bientôt des élections. Le travail parlementaire va vite finir, là, 2021, élection 2022, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je suis très inquiet. Et là, oui, je me souviens, ton combat, laisse-moi faire. Je laisse faire. Alors, vous allez voir comment on fait les lois en France. Il y avait une loi, une proposition de loi de modernisation de la procédure pénale qui existait. Une proposition de loi, hein, donc qui vient de l'Assemblée, hein, pas du gouvernement. Il a pris l'article 3 dans la loi Sarah El Haïry. Je ne sais même pas que ça existait. Hein. Il a
Il l'a mis dans l'autre proposition de loi, ça a été voté en commission mixte paritaire, 60 députés, 60 sénateurs, avec un fort soutien du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, nous devons le dire, et ça a été voté le 1er avril. Donc ce que nous avons mis 15 ans à essayer de faire voter, le sénateur Alain Richard, lui, il a mis 1 mois. Voté, promulgué 8 jours après, donc voté le 1er avril, et alors surtout ce qu'on doit à Éric Dupond-Moretti, c'est très important ce que je dis là, c'est le décret d'application. Où il passe en force, littéralement, avec son ministère, il dit « je veux un décret, et je veux qu'il sorte pour les 10 ans de la grâce, les 10 ans de l'Agence des biens confisqués », qui avait lieu début novembre 2021. Donc on a cette loi en France, grâce à une volonté très forte. Alors nous, oui, Crimalt, le monde du logement, etc. Mais nous, on faisait ça depuis des années. Une forte volonté politique. Et je dois remercier le sénateur Alain Richard et le ministre, l'ex-ministre de la Justice, Dupond-Moretti. Alors, justement, ce qui manque aussi, on en avait parlé déjà, c'est la capacité à mettre en place des grands procès qui permettraient justement de juger un nombre assez conséquent d'acteurs liés à la question de criminalité. Est-ce que cette capacité qui existe en Italie, oui. tu avais dit. Oui. Alors là, qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à justement mettre en place ces grands procès? Alors je voudrais signaler qu'en ce moment, je suis, et d'ailleurs avec Louis, un ancien stagiaire, un stagiaire à Crimalt, un ancien étudiant, dans un projet de recherche où on est financé par l'Europe pour étudier les réseaux criminels en France. C'est passionnant. On a fait déjà 10 entretiens de plus d'1 heure chacun, voire parfois 2 heures, où on interroge les spécialistes, les magistrats, etc. Vous devez comprendre une chose, pas un magistrat, peut-être à une exception près et encore, nous a dit, à la première question, combien y a-t-il de réseaux criminels en France? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'est pas capable. Ce n'est pas un reproche. On ne sait pas, on ne travaille pas là-dessus, on ne quantifie pas, on n'étudie pas ça. Deuxièmement, la taille des réseaux criminels, on ne sait pas. On sait pas. Et alors, par rapport à Europol qui dit qu'il y a des grands réseaux criminels super dangereux, donc du coup, c'est un peu de la mafia, vous voyez. Et puis, les réseaux criminels de base, vous avez un proc qui nous a répondu. Moi, je pense qu'il y a 15 High Risk Criminal Network en France, sans que jamais il ait pu nous en donner un à étudier. Alors, on doit lui réécrire, parce que pauvres personnes que vous interviewez pendant 1h30, vous essayez de leur prendre toutes leurs connaissances, ils ne se souviennent pas de tout, ils bossent comme des tarés, donc ils ne peuvent pas tout donner. C'est à nous de les relancer et de voir ce qu'on pourrait faire. Et alors, pourquoi on n'arrive pas à avoir aussi la taille des réseaux criminels? Parce que précisément, les magistrats, quand ils travaillent, leur obsession, et je les comprends bien, c'est d'arriver au bout du procès. Et d'obtenir une condamnation, évidemment, c'est leur rôle. Du moins pour les enquêteurs. Donc en fait, il arrive un moment quand, je sais pas moi, flagrant délit, saisie de stupéfiants dans la voiture en face, là, quantité assez importante. Paf, paf, les micros, machin, truc, le téléphone, la messagerie cryptée, que sais-je, le témoin, machin, le truc. On essaie de remonter la filière. On comprend que c'est quelqu'un qui habite là, qui va en Espagne, qui la ramène, voilà. Et paf. On comprend peut-être que l'argent, peut-être est blanchi, on ne sait pas comment, mais en fait, par un système, on pourrait revenir, de compensation, d'Awala, etc. Oula, attention, alors les mecs se connaissent à peine. Le lien est extrêmement faible. Ils vont circonscrire l'enquête pour arriver au bout de la condamnation de 8 personnes. Et beaucoup de magistrats me disent, au-dessus de 10, c'est panique à bord. Au-dessus de 10, c'est panique à bord. Et là, je réponds, bon, il y a une culture, on ne sait pas faire, mais c'est un manque de moyens. Clairement. Il faut bien se rendre compte qu'il y a 2 fois plus de magistrats en Allemagne qu'en France. Que nous dépensons 70 € par habitant par an, je crois, pour nos magistrats, ou par jour ou par an. Je suis nul en chiffres. David, il faut que tu regardes sur ChatGPT tout de suite. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est le double en Allemagne. Article du Monde 2022, statistiques, le double, enfin 140. Il y a beaucoup plus de magistrats en Italie qu'en France. L'Italie, ce pays de bouseux là, du sud, sous-développé, tout ça et tout. En fait, la justice, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours bien administrée. Hein. Par exemple, le temps long des procès est un problème, mais on pourrait expliquer pourquoi. Hein.
Donc, du coup, ça nous donne une vision parcellaire. Vous allez arrêter les personnes qui sont vraiment en lien fort, celui qui a acheté la drogue, celui qui téléphone, celui éventuellement qui la vend au détail, et encore, on ne va pas mettre tous les loulous de bas de quartier dans le truc. On ne va pas s'attaquer au blanchiment. On ne va pas mettre suffisamment les gens sur écoute longtemps pour voir s'ils sont en contact éventuellement avec des policiers, des magistrats, etc. Éventuellement, je n'ai pas dit que... C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça existe obligatoirement. Si on ne voit pas, des fois, c'est que ça n'existe pas. Et donc là, on manque d'une lisibilité judiciaire sur l'importance des réseaux criminels en France d'une manière générale, pour des questions de moyens, il me semble. Et alors, j'ai une autre question, parce qu'on parle souvent de la mafia albanaise. Alors, est-ce que ça, d'après toi, c'est une réalité? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que... C'est un exemple que je donne. Comment je connais bien la mafia albanaise d'un point de vue un tout petit peu académique? Parce que massivement les Albanais dans les années 90 ont migré en Italie. Et parmi les milliers, les centaines de milliers d'Albanais qui ont débarqué en Italie, une partie vraiment minime se livrait déjà au trafic ou se sont livrés au trafic en Italie. Ce qu'on a appris des enquêtes des magistrats italiens qui ont mis des réseaux criminels albanais en prison pour, à l'époque, beaucoup prostitution forcée, enfin proxénétisme de manière assez grave et industrielle, trafic de drogue évidemment. On a appris beaucoup de choses sur leur structure. Des structures évidemment, alors claniques, familiales, communautaires. Déjà, oui, parce que de toute façon, c'est une criminalité de diaspora. Donc déjà, de toute façon, les gens restent entre eux pour la sécurité. Enfin, c'est valable pour... hein, c'est un schéma classique, criminel ou pas criminel. Hein. Mais on a appris que, quand même, ils avaient beaucoup de liens encore avec l'Albanie, de corruption avec des policiers albanais, des autorités portuaires pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient, avec des politiciens. Et que donc, ça ressemblait beaucoup à de la mafia. Je vous passe le code culturel, hein, peut-être, qui n'est pas un truc que j'apprécie énormément comme étude, mais certains vous diront qu'ils ont un code, machin, qui ressemble. Et donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je dis que, par rapport aux définitions que je vous ai données tout à l'heure, voilà. Et je rappelle que la magistrature a condamné des gens pour association mafieuse, des Albanais pour association mafieuse en Italie, et beaucoup. De la même manière que l'Italie a condamné des Chinois, des Colombiens, des Roumains, même une femme roumaine parce qu'elle était mariée avec un Italien, et tout, pour association mafieuse. Donc on arrive à démontrer que d'autres Nigérians, d'autres groupes criminels que les Italiens font de l'association mafieuse. Et pour les Albanais, c'est certain. Je voudrais indiquer une chose aussi. Pour l'Albanie, il y a 2-3 ans, il y a eu en place quelque chose que j'aime assez bien, c'est le pouvoir du droit administratif pour lutter contre le crime organisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison. C'est pas bien, ça sert à rien, c'est pas le modèle. Donc on peut aussi parfois faire des dispositifs pour éliminer la corruption, faire de la confiscation, mais où les gens ne risquent pas la prison. Ça s'appelle le Viting. Et en Albanie, en fait, ça a été, si vous voulez, des conseils disciplinaires, mais avec le droit à la défense, appel, etc., pour purger un certain nombre de magistrats qu'on savait proches du crime organisé. Et en gros, les magistrats, certains, pas mal, ont été condamnés. Ils ont été condamnés à quoi? Virés de la magistrature. Pas à la prison. La charge de la preuve est moins lourde, etc. Si vous voulez, le chef de la police du crime organisé en Albanie avait un appartement à New York. Il n'a pas été capable de dire comment il l'avait acheté. Voilà. Donc la mafia albanaise, je pense que c'est pas des rigolos, oui. Et alors, tu qualifierais comment, puisque si on fait un petit retour sur alors, la Syrie et l'ancien régime du clan Assad, qui s'est quand même bien nourri du trafic de Captagon, comment tu le qualifies? Dans quelle catégorie tu le places? Parce que mafia, non, puisqu'il représentait l'État. Absolument. Il avait des chars. On est d'accord. Une frontière. Ouais. Des services secrets, des fonctionnaires à sa disposition. C'est pas une mafia. Donc toi, tu le qualifies
D'un dictateur, c'est déjà pas mal, non? Oui, c'est déjà pas mal, on est d'accord. Mais par paraît rapport au crime organisé... Il paraît que les prisons en Syrie, c'est vraiment pas bien. Non, on est d'accord. Par rapport à d'autres, par rapport à d'autres dictateurs. Par rapport à d'autres dictateurs. Il paraît que c'est vraiment... Non, c'est pas la joie. Il paraît, mais je suis pas un spécialiste. Et le Hezbollah? Ah oui, alors ça c'est bien, ça c'est le très bon exemple plutôt pour les phénomènes hybrides, en effet. Donc une structure, un groupe criminel, c'est sûr, qui pour moi a un but politique. C'est aussi un parti politique. En plus, mais l'idée c'est à un moment de faire territoire, quoi. Le Hezbollah va au Liban, c'est une partie du Liban, ça sera... Voilà. Et donc, pour moi, ça reste une organisation terroriste. Mais là, on peut développer. Une fois qu'on a mis les gens dans des tiroirs, on peut expliquer que voilà, les groupes terroristes font aussi des activités criminelles pour se financer. Et on reviendra sur... alors, je ne suis pas un spécialiste du Captagon. À mon avis, pendant longtemps, on a joué la carte du beaucoup, et c'est venu bien après. Mais après, voilà, pour se financer, n'ayant plus d'autres moyens de ressources, là, cet État en décrépitude, là, en Syrie, va faire une activité type trafic de drogue, où avant, elle n'en avait peut-être pas besoin. Et organisations terroristes, toutes, vont faire des activités criminelles, y compris la drogue, mais le racket aussi de la communauté, au Pays Basque, en Irlande, en Corse et ailleurs, pour se financer. Il me semble que le seul fait de faire une activité criminelle ne fait pas de cette structure du crime organisé dans la définition, etc. Mais oui, il faut se financer. Hein. Daesh qui pille son sous-sol et puis qui se rend compte que finalement les œuvres d'art, au lieu de les détruire, parce que moi je suis de la génération des Bouddhas, vous savez. C'est génial cette histoire des Bouddhas, parce que quand vous lisez, en fait, vous vous dites qu'il y a eu une négociation en amont. C'est-à-dire qu'en amont, il paraît que les talibans, là, ils avaient un ministre des Affaires étrangères, il a commencé à dire aux Américains, bon, attends, nous on veut récupérer tel terroriste, machin, on veut l'immunité pour Oussama Ben Laden, il y a eu un truc comme ça, et c'est seulement parce que les Américains ne voulaient pas qu'ils ont détruit les Bouddhas. C'est-à-dire que c'est cette représentation de uniquement les détruire parce que dans la religion musulmane, pardon, je ne suis pas du tout ici. Comment on dit? Les représentations, les icônes sont... Voilà, pour le dire, je n'y connais rien du tout. En fait, c'est presque un habillage politique, ce truc-là, pour le jour où ils décident. Bon, là, ils les suppriment, ça aurait été un peu difficile à commercialiser, c'est un peu grand. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils ont plus tard une richesse dans leur sous-sol. Et là, ils auraient fait du commerce d'œuvres d'art de chez eux. Vous noterez quand même qu'il n'y a absolument aucune décision de justice qui existe dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on parle tous d'antiquité de sang, à part quelques œuvres qu'on a retrouvées dans des galeries en France, à Barcelone ou ailleurs, dont les experts vous disent, c'est sûr, c'est du pillage, etc. On n'a jamais remonté la filière et condamné un djihadiste pour avoir vendu des œuvres d'art. Et pour cause. Quand les mecs les adversaires de Daesh, quand ils ont repris le pouvoir, ils ont d'abord décapité les djihadistes, ne leur ont pas fait un procès pour trafic d'œuvres d'art. Oui, il y a des petites priorités dans ces moments-là. Ce qui en dit long aussi, sur ce qu'est le crime organisé ou les États, quoi. Merci Ali Remo et merci à vous, monsieur, parce que tout ce qui a été dit ici était vraiment passionnant. Je voulais mettre un petit peu l'accent sur quelque chose que vous avez abordé en fin de discussion sur le Hezbollah. Je me demandais si dans ce que sont les réseaux mafieux ou le phénomène mafieux, peu importe où en Méditerranée, donc que ce soit des réseaux balkaniques, italiens ou même corses, est-ce que certains de ces réseaux ont pu constituer ou constituent encore une ressource pour une entité telle que le Hezbollah, tout spécifiquement dans le contexte de reconfiguration géopolitique qui est à l'œuvre au Liban en ce moment, donc au niveau des trafics d'armes, des trafics de capitaux, de narcotiques, etc., comment les réseaux de type mafieux méditerranéen ont pu nouer des liens avec une entité, un parti milice comme le Hezbollah pour l'un et l'autre supporter leurs intérêts respectifs. Magnifique, j'y connais rien. Magnifique. Je donnerai une réponse. Voilà. Oui. J'ai été chercheur à l'Observatoire géopolitique des drogues. Je voudrais vraiment citer
cet institut qui nous manque encore aujourd'hui, indépendant, fait de plusieurs experts, transversal, une étude transversale, il y avait des policiers qui venaient nous parler, il y a des journalistes, on avait des correspondants dans le monde entier. Et donc, moi, je feuillette l'atlas des drogues de l'époque. Vous me parlez du Liban, pour moi, c'est la plaine de la Bekaa, c'est le cannabis et les routes de l'héroïne qui arrivent en masse dans les années 80. Dans le Paris que je connais, je sais que les Libanais vendent de l'héroïne dans les années 80. Je sais, j'habitais le 19e arrondissement, les gens se font arrêter et tout, il y avait de l'héroïne chinoise aussi. À un moment, on me dit « Ah, mais oui, mais il n'y a plus de cannabis dans la plaine de la Bekaa. » À un moment, bon, je vous assure, quand on me dit ça, en fait, j'y connais rien du tout, que très certainement les groupes, tous qui ont besoin, là, Hezbollah, Hamas et d'autres, ont besoin de se financer, font des activités criminelles. Mais enfin, je vous avoue que dans le monde du Moyen-Orient, la chose qui ressemble le plus au crime organisé tel que je le connais, ça serait Israël. Pour le coup, à Israël, vous avez des espèces d'organisations criminelles qui ressemblent aux organisations criminelles qu'on a en Europe, dans mon mécanisme moi. Avec ce petit truc un peu fun que j'ai envie de dire, évidemment, ils s'y connaissent en explosifs. Ils s'entretuent à bombes sous la voiture. Ben ouais, ils ont tous fait l'armée. Par rapport à des mecs d'ici, où il vaut mieux pas qu'ils utilisent de l'explosif. Donc c'est pour dire que le crime organisé peut être beaucoup lié aux opportunités, à l'éducation qu'on a, au pays et aux intérêts. Mais les autres pays, c'est vraiment compliqué pour moi de parler du... Alors moi, je me permettrais juste de faire un lien par rapport au Venezuela. Puisque, bon, Trump, évidemment, ce qui était dit, c'était le pétrole qui l'intéressait, mais l'intervention n'est pas liée uniquement à ça. C'est-à-dire que l'intervention qu'il a faite, enfin pour s'emparer de Maduro, puisqu'au final il laisse le régime tel qu'il est, c'est aussi pour mettre la pression sur le régime iranien et sur le Hezbollah. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler de ça, puisque le Venezuela est la porte d'entrée, la clé d'entrée pour le régime iranien et pour le Hezbollah sur le continent d'Amérique latine, et notamment blanchiment, marché noir, trafic de drogue, entreprises, sociétés, écrans. Et donc là, c'était un moyen aussi d'augmenter la pression, donc pression maximale sur le régime iranien. Alors on verra ce que Trump va décider encore, parce qu'avec lui, ça varie toujours. Mais c'était aussi une des raisons de cette intervention. Et ce lien avec le régime iranien et le Hezbollah s'est mis en place avec Chavez, du temps de Ahmadinejad, l'ancien président. Et c'est ça qui va être renforcé ensuite, notamment avec Maduro. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, on sort de la Méditerranée directement, mais c'est un élément important pour le Hezbollah et le régime iranien. Sinon, il y a toujours eu des affaires, par exemple, dites lien, crime organisé, dites organisation terroriste. Hein, je fais un gros schéma. Souvent des one-shots, souvent des joint ventures sur... par exemple... les Italiens pouvaient avoir des armes et on en donnait quelques-unes contre de l'héroïne. Ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les Italiens ayant parfois un peu peur de donner des armes à des organisations terroristes, par contre ils veulent bien leur donner de la drogue et eux ils ont besoin d'armes. Donc on a quelques affaires comme ça en Italie sur 30 ans, de personnes qui en général sont connues en prison. Parce qu'encore une fois, pour qu'un terroriste, pour qu'une personne du Hezbollah, je ne sais pas comment le dire, rencontre un mafieux italien, c'est pas si facile, c'est pas si fréquent. Est-ce qu'on a trace de ça dans des procès ou dans des travaux parlementaires en Italie? Oui, il existe. Il faut chercher, il faut se taper par exemple, alors certains livres où il faudrait regarder, il faut se taper les rapports de la direction des enquêtes anti-mafia disponibles sur Internet en italien, mais enfin maintenant plus personne n'a peur des langues, n'est-ce pas? C'est un basculement pour moi, ce truc-là. Et vous devez chercher de temps en temps, effectivement, mais c'est un peu ancien, voilà, dans des commissions parlementaires, oui. Et puis, je me souviens qu'un ou deux magistrats que je connais avaient travaillé sur des affaires de ce type. Je me souviens du magistrat Calabrais, je vais retrouver son nom, et il avait raconté qu'une cellule de la mafia calabraise, les frères Lo Giudice, de Reggio à Calabre, dans le quartier nord, là, Lo Giudice, certains avaient grandi, avaient été en prison avec des personnes du Moyen-Orient. Je ne sais même pas si c'est le Hezbollah ou autre chose. Mais il y avait comme ça des alliances pour du trafic d'armes. Oui, c'était beaucoup pendant la guerre froide.
quand les groupes terroristes avaient besoin d'armes, etc., y compris en Europe. Juste un dernier mot sur ce que vous disiez avec le Venezuela, c'était justement le sens de ma question sur la manière dont des structures, y compris méditerranéennes, qui peuvent avoir des liens, notamment les structures calabraises avec les courtiers en narco d'Amérique du Sud, qui peuvent avoir joué les courroies de transmission dans les liens que vous évoquez. Tout à fait, tout à fait. Et justement, par rapport au Hezbollah, il y avait eu un très très bon documentaire en 2 volets qui était diffusé et où on voit très bien donc toute la dynamique alors désolé parce que j'ai plus en tête le nom spécifique de ces entités qui enquêtaient. Hein. Et au final, c'était pendant aussi les négociations autour du JCPOA avec l'Iran et le président Obama a balayé parce qu'il y avait normalement des arrestations qui devaient avoir lieu. Et ça a été complètement balayé parce que ce qui a été privilégié, c'était l'accord avec l'Iran. Donc toute l'enquête sur le Hezbollah, ça avait été un petit peu enterré sans faire de mauvais jeu de mots. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le rôle de la mafia pendant la guerre et comment les Américains ont donné les clés de la maison? Je pense que là, il y a quelque chose. Comment, à partir de cette période-là, il y a quelque chose qui s'est construit et est-ce que vous pouvez ne bougez pas nous en dire quelques mots, pardon. Oui, j'ai essayé d'étudier la dimension, dans ma thèse, j'ai essayé d'étudier la dimension historique de la mafia. Et la mafia existait avant le débarquement des Américains, n'est-ce pas? Mais je suis assez favorable à la thèse les Américains se sont beaucoup servis de la mafia. C'est pas une thèse qui est toujours partagée par tout le monde, en Italie. Mais bon, je me suis tapé pas mal de bouquins pour découvrir quoi? D'abord que la période fascisme de lutte contre la mafia est un peu, il me semble complètement exagérée quand on veut encenser Mussolini, n'est-ce pas? Il me semble. Hein. En gros, ça dure de 1922 à, je sais plus, je crois, dès 26, il rappelle le préfet Maury. En fait, ça dure 4 ans. Et puis après, il refait alliance avec les barons locaux, etc. Bon, après, c'est une période de guerre, il y avait quelques opportunités, mais c'était vraiment, enfin, ça crevait la faim en Italie du Sud pendant la guerre. Donc il n'y avait pas non plus énormément d'opportunités de s'enrichir. Ce qui est certain, documenté, dans des commissions parlementaires, etc., c'est que dans le port de New York, en fait, les services de renseignement allemands, de l'armée allemande, l'Abwehr, ont plein d'indices. Car le nazisme plaît à certains Américains, au monde ouvrier, etc. Peu de gens connaissent éventuellement ce truc-là, je l'ai découvert. Et donc, ils sont capables de leur donner où sont les bateaux, voilà. Et en fait, les sous-marins allemands peuvent aller couler du bateau américain. C'est un peu gênant, quoi, jusque chez eux. Et en fait, on nous explique qu'il y a eu un moment un incendie important dans un grand bateau américain. Alors, il aurait été provoqué par la mafia italo-américaine elle-même, mais l'idée, c'est que les services secrets américains, qu'on appelait OSS à l'époque, Office stratégique, machin truc. Heureusement, hein, c'était pas la CIA. Ils essayent de trouver, mandatés par un procureur, ils essaient de trouver la solution, ils demandent un peu à des gens comment on pourrait éviter ça, et ils ne trouvent pas la bonne personne. Ils demandent à des Italiens, mais c'est trop bas dans la hiérarchie. Et très clairement, à un moment, quelqu'un leur donne la bonne connexion. Il leur dit, il faut que vous alliez voir quelqu'un qui s'appelle Lucky Luciano, qui est en prison. Et donc c'est documenté. L'OSS va voir Lucky Luciano. Va voir, on sait, les registres, tout ça, on va voir. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, il n'y avait pas de micro, il n'y a pas eu de compte-rendu, ou quand il y a un peu de compte-rendu, vous savez, c'est tout en noir. Là, vous savez, Simplement, tous les attentats cessent. On arrête un maximum d'espions philo-nazis dans le port. Et puis, Lucky Luciano, qui était dans une des prisons les plus dures et les plus froides, est bien transféré dans une prison bien plus agréable et à côté des gens qui peuvent venir le voir régulièrement. Donc il y a bien un échange de services qui est évident.
La condition, c'est que Luciano doit retourner, dégager des États-Unis après, et il le dégage des États-Unis, il revient faire sa vie en Italie, libre, alors qu'il devait encore faire plus de 10 ans de prison aux États-Unis. Premier point. Deuxième point, est-ce que l'armée américaine s'est massivement aidée de la mafia lorsqu'elle débarque? Alors moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, en gros, les Anglais débarquent dans la partie orientale de l'île, ils mettent des mois à remonter jusqu'à Catane avec d'énormes pertes humaines. Les Américains, eux, ils choisissent la partie orientale, la partie occidentale, donc à l'est. En quelques jours, ils sont à Palerme, et puis zéro perte humaine. Donc, ils avaient plein de renseignements, les mines déjà en mer, et où étaient placées, etc. Donc, je pense qu'ils ont eu pas mal d'infos par des personnes qui étaient basées en Sicile. Alors, mafia, pas mafia, amis de la mafia, à la rigueur, c'est pas trop le problème. Et surtout, la chose dont je suis sûr, c'est que pour avoir fait mon service militaire, il arrive un moment, il faut quand même que les gens comprennent les hiérarchies dans la vie. Quand vous faites la guerre, la mafia, c'est pas votre problème. Si elle vous monte pas dessus, si elle vous empêche pas les chars de rouler, d'accord? Mais on s'en fout. Et alors, si ça peut être un allié, c'est un allié. Parce que ce qui compte pour les Américains, c'est de gagner la guerre le plus vite possible et avec le moins de pertes humaines. C'était déjà une espèce d'obsession, parce qu'ils sont rentrés à pas de velours dans la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient isolationnistes. Donc qu'est-ce qui se passe quand une armée remonte comme ça une péninsule? Pour la petite histoire, elle a mis 2 ans à remonter la péninsule. Tout le monde a oublié. Avec des batailles féroces, à Monte Cassino, tout ça. Ça a été une boucherie. C'est pas un truc facile du tout. L'armée américaine, elle s'est pas baladée en Italie. Ce qu'il faut, l'obsession, c'est de ne pas être pris à revers. Vous ne pouvez pas vous permettre d'emmener des gars qui gagnent la guerre, mais qui la perdent avec, de nouveau, un débarquement allemand, ce que vous voulez. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que le territoire soit tenu. Avec des gens qui sont de votre côté. Ce dont on est sûr, c'est que les services secrets américains, ils mettent des gens à la mairie qui sont ou des mafieux, ou des anciens mafieux, des copains de mafieux, des gens qui sont sortis de prison, qu'on a sortis de prison, des ennemis du fascisme. Et donc là, on commence déjà par avoir des éléments qui consistent à dire, bah oui, il y a une alliance stratégique avec... je ne sais même pas si c'est la mafia, vous me comprenez? C'est un milieu de grands propriétaires terriens, d'une certaine bourgeoisie, etc. Il faut absolument que le territoire soit tenu, et voilà. Et après, d'autres... Alors là, c'est extrêmement documenté sur le fait que pendant 50 ans, il fallait que ce soit la démocratie chrétienne qui reste au pouvoir, coûte que coûte. Avec de la mafia et bien d'autres choses. Il y a une question en ligne, c'est ça? Oui, on cherche un peu à... Donc je crois qu'elle veut savoir pourquoi la mafia s'appelle comme ça. Aïe, encore une nuit de débat. On ne sait pas. On ne sait pas, on est sûr d'une chose... on est sûr d'une chose, c'est pas un acronyme. M comme je sais pas quoi, A, je sais pas quoi. On est à peu près sûr que ça dérive de l'adjectif mafieux, mafioso. C'est-à-dire que ça n'existerait pas au début comme une entité, mais ça serait une entité qu'on aurait créée à partir d'une attitude qui existe donc, dans l'Italie du Sud. Attitude qui a pu être positive à un moment, parce que mafiosetta, par exemple, ça peut être un compliment pour une jolie fille, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bon. Et parmi toutes les étymologies que j'ai lues, en particulier si ça vous intéresse dans le Diego Gambetta, le livre de Diego Gambetta, mais il y en a d'autres, ça viendrait de l'arabe. Comme ça, on retombe sur notre lieu. Marfouz, récuser, réfuter. Cette espèce d'attitude, rebelle c'est peut-être un peu fort, mais d'être en capacité de s'opposer, d'être un mafieux, de s'opposer, ce qui alimente aussi le fait que la mafia, pendant longtemps, s'est présentée comme quelque chose qui a résisté à l'envahisseur, espagnol, normand, arabe d'ailleurs. Marfouz aurait donné mafioso, et puis mafia, qui a été utilisé pour la première fois, si je ne voudrais pas dire de bêtises, en 1860 ou je ne sais pas quoi, pour une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui me semble. Oui, effectivement. Avant, n'aurait existé que l'adjectif. Oui. Mafieux. On ne disait pas... Le procureur de Trapani, en 1830, il disait une clique. Une clique de personnes qui tuent pour se protéger, qui veut la ressource en eau, qui maîtrise le puits. À l'époque, c'était celui qui avait le puits, ou qui raquette des commerçants
en farine, enfin en blé, jusqu'au moulin. Voilà, une clique. On ne parlait pas de mafia. D'accord. Et là, l'autre question. Alors, en fait, je crois que peut-être on avait mal interprété la première Il question. n'y avait pas la suite, effectivement. Et donc, il disait si on peut parler de la DZ Mafia. Ah, Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? ah ben c'est eux qui veulent. C'est eux qui ont choisi. Oui, c'est eux qui Font ont ce qu'ils veulent. choisi, c'est pas eux qui ont. Les mecs se réunissent, ont décidé de tuer, vendre de la drogue. Je m'appelle X-Files ou je m'appelle. Alors pourquoi le besoin justement de rajouter peut-être le mot mafia? Ah bah j'imagine que parce que dans les représentations, la mafia c'est le stade suprême d'une certaine Voilà. criminalité Ouais, puissante, ouais. dans la durée, invincible, qui se présente comme telle. Voilà, les mafieux tuent pour alimenter le mythe de l'invincibilité, et donc j'imagine qu'ils se sont servis de ce mot-là. De ce mot-là. Mais Yoda, c'est pas mal aussi. Hein. Vous savez que les rivaux de DZ Mafia, c'est Yoda. Yoda, le personnage de la Guerre des Étoiles. C'est bien aussi. Enfin, je veux dire, ça incarne aussi une force tranquille. Le cinéma inspire Et quand même, beaucoup. il bouge les choses sans ses bras, quoi. Moi, j'aimerais bien faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai deux petites questions. Une un peu plus... Petite, Gianni. Hein. Petite. Parce très qu'il y a les petite. gâteaux Très à manger. bref. Hein. Alors, une qui concerne, à l'occurrence, les rôles des séries télévisées dans l'implantation du mythe mafieux. Et l'autre un peu plus pratique, et ça concerne quel est l'état des infiltrations, dans mon idée, des infiltrations mafieuses et donc les relations entre monde économique, monde politique et Petite criminel. question. Hein. Ouais, tu vois, heureusement. Sur les séries, il y a un avant et un après série. C'est vachement compliqué ce truc-là. Puis il y a série en Italie et série dans le monde. Beaucoup de spécialistes vous diront, c'est certain, les séries renforcent le pouvoir de la mafia dans leur représentation, d'abord de toute puissance, d'utilisation de la violence. Alors, pour le coup, je suis le premier à vous dire que la violence est systémique, mais le problème, c'est quand vous regardez une série de 8 heures, ça représente 100 ans d'homicide d'un clan. Ça tue toutes les 3 secondes, ce qui n'est même pas le cas au Mexique. Toutes les 6 minutes peut-être, mais pas toutes les 3 secondes. Donc c'est un vrai problème. Ça encense la violence, ça encense cette impunité face à la violence. Vous pouvez avoir des séries particulièrement toxiques, c'est mon avis. Et je vais la citer, c'est Gomorrah. J'ai bien dit la série, parce que j'adore le film. Dans Gomorrah, le parti pris, je trouve, qui est très exagéré, c'est... Ils tuent tout le monde. Ils arrivent même à tuer un repenti. C'est jamais arrivé un repenti sous protection en Italie. Donc ça voudrait dire que l'État sait vraiment rien faire. Dans cette série, à part dans la saison 1, où un directeur de prison lutte contre le mafieux et gagne, vous n'avez aucune représentation de policiers, de magistrats qui sont capables de faire leur travail. C'est un parti pris. Ce sont des artistes. On ne va pas conditionner les artistes. Donc c'est un vrai problème. Je pense qu'aussi, ça est vite dépassé à l'ère des réseaux sociaux, etc. aussi. Enfin, il faut aussi des fois... voilà. Et puis alors, je lance un appel. Je le fais avec mes étudiants. Les séries doivent être étudiées en cours. Précisément, qu'est-ce qu'il nous reste face à ce message massif toxique? C'est de décoder tout ça. De montrer que ça existe, comment, que ça n'existe pas, que les mafieux ne gagnent pas à la fin. En tout cas, pas ceux-là. Déconstruire. Déconstruire. Et je pense que ça marche. Il y a des projets pédagogiques. Je voudrais signaler que la Corse lance ses premiers projets pédagogiques de lutte contre la mafia. Ça n'a pas été chose facile d'obtenir ça. Ils le savent, je suis disponible. Étudier les films. Il y a 3 films sur la mafia corse qui n'existent pas, qui sont sortis l'année dernière. La mafia corse qui n'existe pas, Oui. hein, mais voilà. Et tout le monde sait qu'ils peuvent être aujourd'hui étudiés en cours Tu peux pour les lycéens. rappeler justement ces films Alors, il y a... Alors, Plaine orientale, la série. ouais. Alors, elle est de moins bonne facture du point de vue dramaturgique, mais elle est très bien Ouais. étudiée. Le film... Donc Plaine orientale. le film... Alors, Le Mohican, c'est le Mohican. meilleur film, Ouais. qui est vraiment un film anti-mafia. Borgo, qui est plus factuel, mais qui mérite d'être étudié. Et enfin, le troisième, qui est fait par le fils Colonna. Pardon ? Que j'ai adoré du point de vue cinématographique, Donc Le Royaume. mais qui finit pas bien, à mon sens, dans le message anti-mafia. Je vous laisse. Je crois avec que ça. Nicola Gratteri, qui est justement le procureur italien, lui disait qu'un des meilleurs films pour contre la mafia, l'imagine de la mafia, était Johnny Stecchino de Oui. Roberto Benigni. Oui, mais c'est un peu ancien.
j'ai quand même du mal à attaquer le jeune avec un film en noir et blanc. Il n'est pas en noir et blanc, mais on s'est compris. Et puis alors, et puis vous ne pouvez pas jouer avec l'humour italien avec des étudiants français, par exemple. Bon, Gianni, j'ai bien compris, vous étiez italien. Alors là, voilà, je peux vous en dire beaucoup sur les trucs italiens, mais il faut trouver la bonne entrée en fonction du public et de la langue. C'est une évidence. Mais vous savez, Fort Apache, Cento Passi, et il y a une grande maintenant tradition de films dits anti-mafia qui méritent d'être étudiés, à mon avis, en classe en Italie. Et ta deuxième question, qui était, La juste pour question rappel... concernait les relations et les infiltrations mafieuses, et donc les relations entre monde économique, politique et réseau criminel, en France. Bah... En Italie, c'est assez clair, disons, la galaxie et les mécanismes. Oui. Et ici, en France, en revanche, je ne sais pas. C'est pas clair. aucune idée. Je vais essayer de vous répondre. À Crimalt, on a un Google Doc où chaque stagiaire qui arrive, crime organisé et corruption. Trouve-moi des exemples, etc., etc. Alors c'est intéressant, on remonte à Marseille, années 30, hein, Spirito, Carbonnet, le maire de Marseille, etc. Et on en trouve comme ça. Alors on trouve quand même beaucoup plus de petits fonctionnaires, hein, de type policiers, douaniers, qui sont achetés pour faire passer la drogue, interroger des fichiers, mais sur la corruption politique, c'est pas très très documenté. Et encore une fois, on ne juge pas la plupart du temps les élus, par exemple. On va prendre les élus, ceux qui ont le plus de pouvoir. Hein, par rapport à un policier qui peut avoir accès à un fichier et un élu, c'est pas le même monde. Et le crime organisé, même quand il y a des liens supposés, alors en France, souvent, les gens mouraient avant, ou ils ne sont pas jugés en même temps. Alors je veux bien prendre un exemple et risquer la diffamation. Mais dans l'affaire Guérini, alors cette fois Guérini, frère, président du conseil départemental et entrepreneur, il y a des liens avérés avec la voyoucratie marseillaise, les anciens parrains de la voyoucratie marseillaise. Le problème, c'est que les voyous ont été jugés pour blanchiment, braquage, je ne sais plus quoi. On leur a saisi des entreprises qui permettaient d'avoir des marchés publics, y compris au conseil régional, j'allais dire Île-de-France, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des marchés, je ne crois pas qu'ils soient publics, mais au stade de Marseille, les stadiers. Le président du conseil départemental était aussi président de l'office HLM, du 13, et les femmes de gangsters avaient des HLM. Je veux dire, ça en Italie, c'est association mafieuse, complicité d'association mafieuse. On n'est pas obligé de les condamner, on ne sait pas, hein, la preuve n'est pas suffisante, etc. Et on démontre l'existence d'une mafia. En France, il n'y a rien eu de tout ça. Et, comme on n'arrive pas à juger les puissants par des délits en lien avec le crime organisé, Guérini a été définitivement condamné, je crois. Alors, je crois qu'il y a favoritisme, et encore, je ne suis même pas sûr. C'est sûr, blanchiment de fraude fiscale, ça c'est le truc le plus facile à prouver si la personne n'a pas payé ses impôts suite à une infraction, etc. Alexandre Guérini a été condamné, l'entrepreneur, mais rien en lien avec le banditisme. Donc, c'est super compliqué. Et pour prendre un dernier exemple, la maire de Canteleu, à Rouen, qui était accusée d'avoir favorisé le trafic de stupéfiants, en fermant les yeux suite à des pressions, on ne sait pas trop, donc de changer les caméras la disposition des caméras de vidéosurveillance de la police municipale, enfin municipale, donc ils ne doivent pas aller sur les points de deal. Elle devait renseigner si j'ai bien dit elle devait, renseigner si il y avait des descentes de police qui arrivaient. Elle a été acquittée en première instance. Voilà, acquittée, voilà. C'est vrai que le délit de favoriser le trafic de stupéfiants me paraissait bien hard, quoi. Alors qu'il s'agissait plutôt de trouver une complicité avec des trafiquants de stupéfiants, ce qui, mon sens, n'est pas tout à fait pareil. Et pour la petite histoire, le procureur n'a pas fait appel. Je vous laisse méditer là-dessus. En Italie, ça ne serait pas arrivé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière? Oui, merci pour cette conférence. J'ai une question sur l'Italie et sur la méthodologie des journalistes, notamment les Panama Papers, par exemple. Est-ce qu'en Italie, les courants anti-mafia utilisent cette méthode? Non. Alors, les Panama Papers, c'est vraiment un truc de journalistes qui se sont servis d'une personne à l'intérieur.
faut voir que c'est une espèce de comptable au Panama qui gérait les sociétés fictives, qui parle et qui donne les listings. Ça, c'est quand même un gros travail de journaliste, de professionnel, qui a l'habitude à faire avec des sources, etc. Le milieu anti-mafia, le milieu de l'anti-mafia social, évidemment, ne fait pas vraiment ce type d'enquête, où il va faire des études universitaires, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous demandiez si des journalistes italiens, lorsqu'ils travaillent contre la mafia, parce que Panama Papers, c'est un truc de corruption sur le paiement de l'impôt au niveau international. C'est pas de la mafia. Enfin, ben non, ils n'utilisent pas la violence. Ben non. Donc c'est pas la mafia. Si tout est mafia, rien n'est mafia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mafieux qui avaient des comptes au Panama. Non, les journalistes italiens, sur la mafia, ils ont les sources ouvertes, ils ont les collaborateurs de justice, ils ont tout le lien avec les magistrats qui ont toujours bien envie de parler de leurs enquêtes. Et donc, quand même, ils n'ont pas de problème de source. C'est aussi ça la grande différence parfois avec d'autres pays. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait pour étudier la mafia en Chine. Vous voyez, au niveau des sources ouvertes, ça doit être un peu... Le rapport avec les magistrats, ça doit être un peu compliqué quand même. Ok, bah écoute, encore un grand merci. Et puis, on va tester. Et je vous invite aussi à suivre et adhérer à ton association Crimalt. Ah, c'est gentil ça. Qui sort régulièrement sa newsletter et avec toutes les infos sur les enquêtes. Tu as reçu la dernière ? Oui, j'ai reçu la dernière.